Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube à 12h00. On poste 10 histoires tous les jours, 10 histoires tous les jours sur YouTube. La page c'est DMG TV. Donc, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de liker, de commenter et de partager. Les directs, c'est le mercredi et vendredi sur TikTok à 20h00. La page TikTok, c'est DMG TV. Voilà. On va commencer avec la première histoire. Surtout, laissez vos impressions en commentaire. Voilà. Première histoire. Bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère. Moi, ça peut aller. Et j'avais déjà envoyé une histoire, mais je ne sais pas si ça a été posté ou pas. Et aussi, l'histoire ne cadrait pas avec le thème de votre TV. Bon, maintenant, je reviens avec une autre histoire. Et c'est une histoire qui s'est passée au Burkina. C'est l'histoire d'un proche. Voilà, d'un proche. Maintenant, l'histoire a commencé il y a de cela quelques années en arrière. Maintenant, il y avait un monsieur qu'on va nommer Georges. Voilà, Georges vivait tranquillement avec sa famille, tout allait bien, il n'y avait pas de soucis et tout. Et un jour, Georges a eu un petit bouton qui est apparu au niveau de son pied, au niveau du tibia. Et ce bouton a commencé à s'agrandir et finalement, ça a éclaté. Et quand ça s'est éclaté, voilà où le problème de Georges commença. Voilà, parce que ça a commencé à devenir une plaie, à s'agrandir. Donc, Georges a commencé à faire les soins et tout, chaque 3 jours, de faire des pansements. Voilà, parce que pour lui, c'était une plaie ordinaire. Par la suite, au fur et à mesure qu'on faisait les pansements, la plaie s'agrandissait au point où c'était tellement profond qu'on arrivait à voir un peu. Oh, bon, c'était pas du tout agréable à voir. Et cela empêchait Georges de mener à bien ses activités. Donc, il avait un projet avec un de ses amis qui était dans une petite localité du Burkina. Et lui qui était en ville devait se charger des courses et tout. Maintenant que son pied avait enflé, que cela limitait son déplacement, il a dû faire signe à son ami par rapport à leur projet pour lui dire que vraiment actuellement il n'arrive pas à se déplacer. Donc si il pouvait trouver quelqu'un aussi, lui-même il pouvait effectuer le déplacement en ville pour reprendre le dossier en main. C'est là l'ami de Georges lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as au pied? Et là, Georges lui explique, ouais, j'ai un bouton qui est apparu et par la suite, c'est devenu une plaie. Et maintenant, ça s'est infecté. Et là, mon pied est enflé et je ne peux vraiment plus me déplacer. Donc, je suis à la maison. Et l'ami dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. À mon niveau ici, j'ai quelqu'un qui peut nous aider. Je vais rentrer en contact avec cette dernière et je te reviens. C'est là que l'ami de Georges rentre en contact avec une de ses connaissances. Et cette connaissance lui remet des tisanes et tout autres à expédier à son ami Georges. Et dès qu'il fera ça, il verra qu'il va recouvrir la santé. Et dès qu'il recouvre la santé, que Georges lui fasse signe pour qu'il puisse lui expliquer ce qui s'est passé. Et c'est ainsi que l'ami s'est déplacé lui-même avec le produit pour montrer à Georges comment cela doit se faire et tout. Georges a vraiment mis en pratique et en une semaine, le pied a commencé à dégonfler, la plaie a commencé à cicatriser et en un temps record, la plaie s'est totalement cicatrisée et Georges a recouvré la santé. C'est là que l'ami l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Il dit que vraiment ça va. Remercie ton ami de ma part parce que ses produits sont vraiment efficaces. Il m'a beaucoup aidé. Et
L'ami en question lui dit, ah, celui qui m'a aidé avec les produits, demande à ce que tu fasses le déplacement à notre niveau parce que ce qu'il a à te dire est vraiment urgent, important, qu'il ne peut pas le faire au téléphone. C'est ainsi que Georges se déplaçant dans la localité où se trouvait son ami, voilà, on va nommer son ami Pierre. Voilà, Georges part rejoindre Pierre et Pierre l'amène chez le guérisseur. C'est là que le guérisseur dit, ah, Georges, ton pied, c'est un mal qui allait t'emporter. Mais par la grâce de Dieu, on a pu y remédier. Mais il va falloir que tu fasses attention parce que c'était un sort qu'on t'avait jeté. Et ce sort est venu te trouver chez toi. La personne est venue avec le sort chez toi à la maison là-bas, qui l'a déposé. Et c'est ce qui a entraîné ta blessure et par la suite l'infection. Tu allais juste mourir et on va dire que c'est ta plaie qui t'a infecté. Mais tu n'allais pas mourir rapidement. On allait te couper la jambe, le pied, et par la suite, tu allais être malade, de maladie en maladie, tu allais partir. Et cette personne-là, c'est un membre de ta famille proche. Et quand il a expliqué, Georges a vu qui c'était. Et Georges a décidé de se méfier. Voilà. Dès qu'il revient en ville, il retourne en ville, il parle de ça à sa femme et ils ont décidé de se méfier. Parce que c'était l'oncle à Georges qui était passé par sa fille, je veux dire la sœur à Georges, si on peut le dire, pour jeter le sort à Georges. Et c'est ainsi que Georges a commencé à se méfier de cette sœur, à se méfier de cet oncle et réduire ses déplacements chez ce fameux oncle. Mais je peux vous dire que cela n'a pas été efficace parce que plusieurs années après, ils ont fini par avoir Georges, malheureusement. Maintenant, je vais poster une autre histoire pour la suite de l'histoire de Georges parce que je vois que je suis déjà à la limite du temps qu'on m'a donné. D'accord, merci et bonne suite à vous, bon vent à vous et que les gens continuent de liker, de partager pour sensibiliser les autres. Merci. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Deuxième histoire, écoutez s'il vous plaît. Ben oui, bonsoir Dame G. Je te remercie d'abord particulièrement d'avoir eu l'idée de créer une chaîne qui pourra nous permettre à partager nos expériences mystiques qu'on a eu à vivre. Bon, mon histoire, je vais commencer directement par mon histoire. En fait, c'était en 2010 à Lubumbashi. C'est une province du Congo, donc c'était en 2010. Il y avait un pote dans le quartier qui était mal réputé, donc il avait la réputation d'un jeune qui fonctionne pas bien, donc tout ce qu'il fait là n'est pas clair. Il avait donc une mauvaise réputation, donc genre il touchait au gris-gris, il faisait des choses bizarres, tout. Et c'était comme ça. Et un jour, il y avait un pote à nous qui a perdu son père, on était au deuil, et bizarrement le gars aussi est venu. Parce que c'était un gars du quartier, on parlait avec lui, mais c'était pas vraiment notre ami. Mais quand même, il est venu pour consoler notre ami. Et quand il est arrivé là, on était assis autour du feu. Ouais, genre en Afrique, comme ça se passe souvent, on est genre autour du feu pendant un deuil là. Il était juste à côté de moi, on prenait du whisky, on était là avec les potes, donc c'était vraiment cool. Et puis à un moment, bon, quand on a pris un verre de trop, j'ai commencé à taquiner le monsieur. Genre, je lui disais, parce que moi personnellement, je crois pas, avant je croyais pas, donc à des choses bizarres, là, les apparitions, les choses mystiques, bon, moi je prenais ça pour des utopies quoi. Donc j'ai dit au gars, bon, tel que tu es là, bon, j'ai trop entendu sur toi, mais moi je crois pas en ça, et tel que moi je suis ici, tout ce que tu feras là n'arrivera pas à point, donc tu le feras pas bien. Donc tout ce que tu essaieras de faire là, tu le feras pas parce que moi je crois pas en ça. Et je commence à les taquiner comme ça. Il était là, il était calme en train de m'observer. Puis du coup il m'a dit, mon frère s'il te plaît, on n'est pas venu pour ça ici, hein. On est venu juste pour consoler notre pote. J'ai pas envie de faire comment, quelque chose de mauvais, donc quelque chose que j'avais pas prévu.
Et moi, je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas rien faire, hein? Tu vas rien faire vraiment. Bon, c'est pas, on était saoulés, hein? On était sous l'effet de l'alcool et puis c'était comme ça. Et puis du coup, le gars a pris sa main, il l'a posé sur ma cuisse. Vu qu'il était juste à côté de moi, il a pris sa main, il l'a posé sur ma cuisse. Et directement, je me suis senti, c'est comme si j'étais téléporté. Donc, on a quitté le lieu avec lui. Je me suis retrouvé avec lui sur une route là. C'était très noir, c'était très sombre. C'était une route, donc de part et d'autre, il y avait, comment pourrais-je dire, il y avait une forêt. Donc, il y avait une forêt. On était dans une forêt et dans la forêt, il y avait une route en macadam au milieu. On s'est retrouvé avec lui et il avait un chien en laisse. Et puis du coup, il a commencé à avancer. Il me disait pas, il m'adressait pas un mot. Et moi, j'étais là à craindre. Je me disais, qu'est-ce qui m'arrive là? Et puis je lui pose la question de savoir, mon frère, qu'est-ce que tu viens de faire là? Qu'est-ce qui va pas? Il était calme, il a commencé à avancer. Et j'ai décidé de le suivre. Et j'ai commencé à le suivre là, poup, poup. Et du coup, il est arrivé au bord d'une petite rivière là. Il a commencé à entrer à l'intérieur. Et je l'ai suivi aussi à l'intérieur là-bas. Et quand on est arrivé, je crois, bon, je pourrais dire au milieu, hein, il y avait l'eau qui était juste au niveau de notre taille. Et il me demande maintenant de dire mon dernier mot. Je lui dis, quel dernier mot? Il me dit de dire comment genre de retirer la parole, hein, d'accepter qu'il est puissant, et tout. J'étais là à le regarder, je lui ai dit, ça va, pas de problème, j'accepte, c'est bon. Et puis du coup, boum, je me retrouve au deuil. Vous voyez un peu, donc je me retrouve au deuil et tout semblait être normal. Il y avait mes potes à côté qui étaient là en train de parler. Bon. Et puis je regarde mon pantalon était complètement mouillé. Donc je ne me suis pas déplacé, j'étais au deuil, assis sur une chaise. Et puis après, je me retrouve avec un pantalon mouillé. Et puis directement, je m'élève. Je quitte le lieu. Je rentre chez moi à la maison. J'étais vraiment, j'étais vraiment perturbé. Et puis le lendemain matin, je suis allé voir un serviteur de Dieu. Je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé. Parce qu'avant, moi, je ne croyais pas en tout ça. Bon. Et comme j'avais vu ça, je me suis dit, oh, c'est vraiment sérieux. J'ai cherché un serviteur de Dieu. Je lui ai expliqué mon cas. On a prié, on a fait quelques séances de délivrance. Et jusque-là, ça va. C'était juste une façon de faire comprendre aux gens que il y a d'autres choses bizarres qui se passent sur cette terre ici. Donc, les histoires mystiques, c'est réel. Les apparitions, les disparitions, la télépathie, vraiment, c'est normal. Merci beaucoup. Voilà, merci pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Et c'est ça, on va passer à la troisième histoire. Alors, bonsoir DMG TV, bonsoir la communauté DMG TV, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup DMG pour tout ce que tu fais pour la communauté. Merci de nous édifier, pardon. Merci de nous aider à ouvrir les yeux. Bon, je vous parle depuis le Togo, précisément à Lomé. Je vous suis depuis un moment. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager quelques histoires avec vous. C'est pas par laquelle je vais commencer. Mon histoire, c'est la suite. Au fait, l'histoire s'est passée dans mon quartier avec notre voisin. En fait, la fille de notre voisin, je vais dire. Bon, la fille, elle était très polie. Genre, je sais pas, elle suivait à la lettre ce que ses parents lui disaient. Mais elle avait deux amies. Une qui était très religieuse et l'autre, vous savez, le genre d'amis là, qui se fait voir, c'est moi. Elles étaient très complices en fait. Je rappelle qu'on est tous musulmans, excusez-moi. Ma voisine là, un jour, selon ce qu'ils nous ont dit, qu'elle revenait de l'école les trois quand un monsieur en voiture les a accostés. C'est là qu'est partie la relation
avec ma voisine. Chaque temps, le monsieur était là. Il prétendait être aussi musulman. D'après ce qu'il venait dire, chaque temps, il était là. Lorsqu'on faisait l'appel, tout ça. Et ils ont fait 1 an ensemble. Il est venu jusqu'à la maison se présenter. Que non, lui, il est là pour faire du sérieux avec l'enfant, patati patata. Ok. Pendant ce temps, l'autre est l'ami de ma voisine là. J'avais dit qu'il y a une amie qui était très religieuse là. Elle dit que le monsieur ne l'inspirait pas confiance parce qu'il était louche, mais ma voisine, sa maman, ses parents, non, s'il était louche, il n'allait pas faire 1 an avec leur fille, quoi. Et l'autre qui aimait la vie là, comme l'autre, elle vient, tout ce que le monsieur apporte, on lui donne. Pour elle, c'est le gros lot. Elle a même essayé d'arracher le gars de son ami, mais ça n'a pas marché. Ils ont fait 1 an, 6 mois. Et le monsieur avait prétendu être un professeur en médecine à l'université de Lomé. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. C'est comme ça, ils sont là, ils viennent à la maison chaque temps, d'après ce que la maman de ma voisine a raconté, que chaque temps, à chaque sortie, quand il venait de poser la fille, c'est 300 000 et plus. Il lui donnait des téléphones, il a même arrangé leur maison, ils élevaient des animaux dans la maison. Maintenant, il a séparé la maison. Si vous voyez la maison, elle est très propre. Ok, un jour comme ça, vers le mois de... L'histoire que je vous raconte, ça s'est passé. L'histoire a commencé en 2019. Ça est en 2020, vers la fin de l'année 2020, comme ça. Il dit à la fille, parce que comme c'est son copain, pourquoi la fille lui dit tout. Donc, elle dit que c'est comme ça quand elle veut avoir ses règles. Elle a les règles douloureuses, le truc qu'on a souvent quand on veut avoir les règles, les mots de bas-ventre là. Il dit ok, que c'est pas tout qui est naturel, que lui, il veut l'examiner, mais il va la demander un truc. Lui sait que ça serait un peu louche, mais il n'a qu'à lui faire confiance. 1 an et demi quand même, quoi. La fille, elle n'a pas dit ça à sa maman. Elle est partie dire ça à son amie qui était religieuse là. On l'appelait, l'amie là, nous on l'appelait au quartier là-bas, la sainte. L'amie, quand ma voisine a fait part de l'histoire à l'amie, elle dit non, il faut rien dire à ta maman parce que la maman de ma voisine, c'est une maman, je sais pas, elle aime trop l'argent ici. Quelqu'un, genre, bref, l'ami lui a dit ok, ce qu'on va faire, il faut pas donner confiance à ton gars là totalement, mais je sais que tout ce que je te dis, tu suis mes conseils et puis je t'ai jamais donné un conseil que tu as suivi et puis c'est raté quoi. L'ami dit ok, et qu'est-ce que tu proposes? Le gars lui dit la prochaine fois qu'elle va avoir les règles, elle n'a qu'à lui donner ses règles. La fille dit ok. Et le gars même est parti payer les serviettes hygiéniques pour venir donner à la fille de passer les règles avec ça, que c'est plus tout. Il va amener les règles là au laboratoire. Donc la fille a pris les serviettes hygiéniques que le gars lui a remis pour donner ça à son ami. Pendant ce temps, il y avait baptême dans la maison de l'ami. Il dit ok, quand on va tuer le mouton, on va prendre le sang du mouton là pour mettre sur ça, on va lui donner, voir s'il va reconnaître vraiment. L'ami dit ok, il n'y a pas de souci. Le jour où elle devait avoir les règles, il vient. Ils ont fait ça quand on a tué le mouton. Ils ont parlé de l'histoire au papa de l'ami là, la sainte là, celle qui était très religieuse là. Il dit ok, il n'y a pas de souci parce que la sainte, elle ne cache rien à ses parents quoi. Ils ont fait ça, ils ont attaché le truc, ils ont donné ça à l'ami. La nuit, le gars vient garer, tout heureux, et puis
Ils donnent, je pense qu'ils ont dit 500 000 à la fille. Par après, il passe, ça ne fait même pas, comment l'appelle-t-on, 1 heure, il envoie l'argent sur le téléphone de la fille. 1 200 000, 1 500 000, je ne me rappelle plus. Ah, la fille de... C'est là la fille elle-même, elle dit non, le soir, elle est louche. Il m'a jamais donné l'argent comme ça. En même temps, le profil de son WhatsApp, ça devient blanc. Il a bloqué la fille. La fille dit ok, elle va voir jusqu'au lendemain ce qui va se passer. Le gars part. 2e jour, 3e jour, sans nouvelles du gars, on l'appelle. Celui qui vient tout le temps au quartier matin, midi, soir, on ne le voit plus. 1 semaine, on ne le voit pas. Jusqu'à la maman qui aime l'argent, comme le gars n'est plus venu pour la donner, dit toi là, tu as fait quoi au gars? La maman elle-même, elle appelle le gars. Jusque là, la fille n'a rien dit à sa maman parce qu'elle attend le feu vert pour voir vraiment si le gars a pris le sang pour faire quelque chose. Après, le gars l'appelle avec un numéro de Nigeria. Que Dieu te voit. Mais sache que si moi je t'ai pas eu, c'est un secteur qui t'aura tôt ou tard. Et il a coupé. Par après, on apprend que sur les réseaux sociaux, on a mis les reprises que le gars est mort. C'est là, la fille et son ami viennent. La fille vient en pleurs. Elle raconte tout à sa maman. La maman aussi se met à pleurer. Elle dit oui, elle a bien fait de parler de ça à son ami. Parce que si ça ne tenait qu'à elle, sa maman, elle allait lui dire de lui donner. Elle a bien fait. Donc, la morale de l'histoire, moi je pense que il y a des gens qui disent la mauvaise compagnie. C'est pas tout le monde qui est mauvais. Et prions Dieu, que Dieu mette de bons amis sur notre chemin. Par exemple, cette fille-là. Si c'était l'autre qui aimait la vie là, elle allait même dire qu'elle va associer ses serviettes hygiéniques et pour son ami pour donner même. Elle va collectionner même pour donner. Donc, c'était ça mon histoire. Je ne sais pas si je peux encore raconter l'autre ou pas. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la 4e histoire. Merci beaucoup. 4e histoire. Bonsoir DMG TV, j'espère que vous allez bien. Bonsoir DMG TV Family. Il y a une dame qui a raconté une histoire tout à l'heure. Je pense qu'elle a parlé des taximètres. Elle a parlé d'un taximètre tout à l'heure. Elle a dit non, quand tu montes dans un taxi, il y a des taximètres qui veulent faussement vous expliquer quelque chose, tout ça. Ça m'a rappelé une petite histoire. Voilà, ça parlait d'un taximètre qui avait loué une maison où le propriétaire était compliqué. Voilà, ça m'a rappelé. Et votre audio que vous avez mis sur la toile où le gars essayait de vous contacter pour avoir de l'argent, ça me rappelle également cette histoire. J'étais venue à Abidjan pour une formation et n'étant pas véhiculée parce que je ne maîtrise pas les rues d'Abidjan. Donc, j'ai pris un taxi et c'est dans le taxi, j'ai constaté que le téléphone du taximètre sonne. Il coupe, ça sonne, il coupe, ça sonne, il coupe, ça sonne, il coupe. Et le taximètre me dit, madame, vous voyez, vous savez qui m'appelle? Que c'est une jeune fille qui m'appelle. Et moi, j'ai rigolé, j'ai dit, ah, elle est fan de vous. Histoire de dire, non, si elle vous aime, quoi, si elle en pince pour lui. Il dit, non, que c'est ma voisine, on était au quartier avant-hier ensemble, tout ça. Je n'avais pas roulé, donc on était en train de causer. Et comme moi, je suis béninois, j'essayais d'expliquer que au Bénin, mon papa, c'était un grand prêtre béninois et que moi, j'ai vu beaucoup d'artistes chez nous. J'ai vu beaucoup même de personnes, d'autres footballeurs, tout ça, qui partaient faire des médicaments chez mon papa, que mon papa, c'était un grand prêtre. Mais comme moi, je suis chrétien, moi, je suis venue en aventure pour me chercher, tout ça. Bon, moi, je veux rester un peu loin de ça. Sinon, ma famille, en tout cas, on est prêt. Et la jeune fille, après, m'a appelé de côté pour me demander, ah, mais c'est comment, est-ce que tu peux me mettre en contact avec ta famille, ton papa, je veux aller les voir. Je demandais pourquoi. Elle dit non, qu'elle veut avoir de l'argent. Je dis, ah, mais tu sais pas ce qu'on va te demander. Elle dit, je suis prête à tout donner. J'ai dit, mais tu vas tout donner. Ça, c'est le taximètre qui me parlait. Il dit à la jeune fille, mais tu vas tout donner, tu n'as pas d'enfant, tu vas donner quoi? La fille maintenant qui répond, mais j'ai une maman, j'ai des soeurs, j'ai des frères.
ce qu'il me demande, je vais donner parce que moi, je veux sortir de la pauvreté. Il dit qu'il était tellement choqué, que sur le coup, il a dit OK. Quand il a dit OK, après, il s'est demandé, mais comment une petite fille de 20 ans, 21 ans peut avoir cette idée? Et matin, comme il a l'habitude de parler avec les voisins, à la petite, avec ses parents, il a regardé la maman de la petite, les frères, les sœurs. Il s'est dit, mais comment la petite là peut avoir l'idée de vouloir sacrifier sa maman, ses frères et ses sœurs? Et vraiment, depuis ce jour, il évite la petite et la petite ne fait que l'appeler et il ne décroche pas. Même quand il rentre à la maison après son taxi, il rentre matin, quand il veut sortir, il s'arrange pour ne pas du tout la voir, pour ne plus avoir affaire à elle parce qu'il ne peut pas penser qu'un enfant, une jeune fille peut être aussi méchante comme ça. Parce que lui-même, c'est son père, mais il a préféré venir en Côte d'Ivoire pour venir travailler. Il est béninois, il a préféré venir en Côte d'Ivoire, il travaille, il est taximètre, tout ça. Mais il est resté loin de ses rituels, voilà. Quand tu quittes ici, dans quel pays tu veux aller au Bénin, ce que tu vas demander, c'est ce qu'on te donne, voilà. Mais si tu vas, quand on te demande quelque chose que tu sais que cela est au-delà de ce que tu as, tu fais comment? Elle dit, je donne ma mère ou mes frères ou mes sœurs. Vous voyez un peu aujourd'hui jusqu'où les gens sont prêts à aller pour avoir de l'argent. Et à 21 ans, tu veux livrer ta mère ou tes soeurs ou ton frère. C'est méchant, quoi. Voilà, c'est un peu ça le monde d'aujourd'hui. Donc, comme vous le dites vous-même, le dehors est mauvais. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Écoutez, s'il vous plaît. Bonjour DMG, j'ai une nouvelle histoire que ma mère m'a racontée. C'est arrivé personnellement à ma mère et à sa grande sœur. Donc ma mère me raconte que, parce que c'était une histoire qui l'avait beaucoup marquée, et elle me dit qu'elle avait eu elles ont eu la vie sauve du fait qu'elles avaient une mère qui était vigilante. Ma grand-mère était très très vigilante, elle était très spirituelle aussi. Donc ce qui s'était passé, c'est que ma mère, elle devait avoir dans les 13 ans, 12-13 ans, et sa sœur aînée avait 16 ans. 17 ans, pardon, quand elle s'est mariée. Donc elle s'était mariée très très jeune. Et comme les deux sœurs étaient fusionnelles, elles se suivaient, hein, donc elles étaient très très fusionnelles. Donc ma tante s'est mariée parce que leur frère aîné avait décidé de se marier aussi. Donc à l'époque, ce qui se passait, c'est que comme le frère devait se marier, il fallait absolument trouver la dot. Et comme mon grand-père avait été, c'était un blessé de guerre, donc il n'avait pas beaucoup de revenus. Donc il fallait absolument trouver tous les moyens possibles de réunir la dot. D'où on avait donné ma tante en mariage. Donc, ce qui s'est passé, c'est que après la cérémonie de mariage, ma tante, comme elle avait très très peur, elle ne voulait pas aller à son mariage seule. Donc, elle a demandé à ce que sa petite soeur, donc ma mère, de l'accompagner. Donc, toutes les deux sont parties. Donc, avant de partir, ma grand-mère les a recommandés. Ils sont rentrés dans la prière. Ma grand-mère, comme elle était très spirituelle, elle a recommandé ses enfants. Et à l'époque, c'était dans les années 70, donc il n'y avait pas beaucoup de voitures. C'est comme ça que, je dis les années 70, non, les années 60, vers le début des années 70. Donc ma grand-mère recommande ses filles, elles prennent la route à pied pour se rendre en ville. Donc, à l'époque, faire 30 km, c'était comme si on faisait plus de 100. Donc, en fait, les distances étaient multipliées par 2, par 3. Donc, elles ont marché, les deux sœurs ont marché pour se rendre en ville. Et elles se sont rendues compte que la nuit était en train de tomber. Donc, elles se sont dépêchées de vite trouver un village pour pouvoir se reposer pour la nuit. Et donc, quand elles sont arrivées à ce village-là, elles ont demandé l'hospitalité et il y a une dame âgée qui leur a offert l'hospitalité. Donc, quand elles sont arrivées, très polies, la dame leur a donné une place à la cuisine. Donc, elles ont dormi dans le même lit.
Maman me dit qu'au milieu de la nuit, elles ont entendu du bruit là où elles étaient couchées. Et comme c'était une grande cuisine avec 2 foyers, donc c'était de l'autre côté, l'autre foyer où il y avait du mouvement. Donc elles ont entendu comme s'il y avait quelqu'un qui se levait dans la nuit, qui balayait, qui bougeait dans tous les sens. Et les deux n'osaient pas allumer les lampes tempête pour pouvoir voir ce qui se passait. C'est comme ça qu'elles ont eu peur toute la nuit, elles n'ont pas pu dormir. Le matin, elles se sont vite dépêchées pour partir, pour reprendre la route. Quand elles se dépêchent comme ça, quand elles sortent de la cuisine, bon, elles attendaient patiemment que leur hôtesse puisse se réveiller pour la saluer et puis la remercier pour pouvoir reprendre la route. Sauf qu'elles ont attendu, elles ne venaient pas. Quand la dame s'est ramenée, c'est comme ça que la maman et sa grande soeur lui disent, bon, nous, on va reprendre la route pour aller en ville, là où mon mari m'attend. Et la dame dit, ah, mais vous allez partir comme ça, mes enfants, vous n'avez même pas mangé, attendez un peu, on va aller... Je partais même à la plantation là pour aller chercher la nourriture pour que vous puissiez manger. Attendez un peu, je vais même faire les tubercules. Maman et sa soeur ont dit, oh non, merci, on s'en va. Mais la femme, elle a insisté. Donc, du coup, maman dit que comme ma mère a toujours été une personne compliquée pour manger et tout, mais sa soeur, elle était très ouverte, elle était le genre, n'importe qui lui donnait la nourriture, elle mangeait. Donc, c'est comme ça que la dame est partie, elles ont attendu et maman lui dit, mais attends, on n'est pas venu ici pour manger, on dit au revoir et puis on part. Oh non, mais toi tu es toujours... Sa soeur lui dit, non, mais toi tu es toujours compliqué. Dans tous les cas, c'est moi qui me suis mariée et franchement, je n'ai pas envie de vite arriver à mon foyer. Là, on mange et puis après, au moins, on repart d'ici le ventre plein. Donc maman et elles ont attendu. Sa soeur a mangé, maman n'a pas mangé. Donc, elles finissent de manger. Au moment de repartir, la grande sœur, elle est là, elle tourne. Elle commence à aider la femme à faire le ménage. Après, là, la femme lui dit, bon, j'ai une réserve de poissons là-bas, est-ce que vous voulez m'accompagner? Sa grande sœur, oh, oui. Elles partent. Donc, en fait, au lieu de repartir, elles sont encore restées là à dormir. Et maman commençait à se poser des questions, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? La grande sœur n'a même pas envie de partir. Elle est là, elles sont en train de servir la dame. C'était qui s'occupait maintenant de la concession, c'était qui balayait la cour. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc, en fait, ce qui se passait entre-temps, le mari de ma tante attend, mais ma femme devait arriver, on peut dire qu'elle devait partir, un vendredi pour arriver samedi matin au plus. Donc le mari là-bas, mon oncle, attend, la femme ne vient pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'il envoie la nouvelle au village. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne m'envoyez pas ma femme? Donc à l'époque, il fallait faire un télégramme. Le télégramme, il fallait donner un courrier à une voiture qui partait. La voiture devait s'arrêter au village, porter le courrier à la personne doit aussi renvoyer le courrier, donc c'était comme ça. Donc quand lui il envoie le courrier et dire que bon voilà, allez dire au village, là, à tel village, que ma femme n'est pas encore arrivée. Donc quand la nouvelle arrive au village, tout le monde dit mais, et pourtant les 2 sœurs sont bien parties, ça fait déjà plus de 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Donc ma grand-mère commence à dire à son mari que tu te démerdes. Ton fils et toi, c'est vous qui aviez donné ma fille en mariage. Il faut retrouver mon enfant. Donc, qu'est-ce que comme mon grand-père était malade, il envoie maintenant son fils aîné, celui qui s'était marié, d'aller retrouver sa soeur. Donc, lui aussi, il prend la route. Donc, quand il prend la route, il s'arrête à chaque village pour demander s'il n'avait pas vu 2 filles passer par là. Et les gens disaient, bah ouais, on les avait vues passer il y a au moins 3 ou 4 jours. Elles portaient des bagages sur la tête et tout ça là. Il y avait une grande et une petite. Oui, c'était elles. Il y avait une qui était brune, l'autre était comme ça. Oui. Mais elles ne se sont pas arrêtées ici pour aller demander à l'autre village. Mon oncle a marché. Donc jusqu'à arriver au village où étaient ses sœurs. Quand il arrive comme ça, il trouve ses sœurs, mais vraiment dans un état lamentable.
sale, bien sale. La grande sœur en train de balayer la cour, la petite sœur qui est là, qui pleure, qui dit à sa sœur qu'allons, allons. Le grand frère arrive là-bas et dit, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Est-ce qu'on vous a demandé de vous arrêter à ce village-là pour manger, pour vous installer, ou bien tu dois aller à ton mariage là-bas? Donc maman dit à leur grand frère, en plus comme leur grand frère était quelqu'un de violent, elles avaient peur de cet homme, mon oncle-là. Donc en tremblant, elle dit que mais c'est pas moi, c'est la grande sœur. Depuis qu'on est arrivé ici, là, j'ai beau lui dire qu'on s'en va aller là, elle dit qu'elle ne veut pas partir en mariage. On ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas partir. Donc la femme là vient là-bas, la femme, la propriétaire de la maison, donc leur hôtesse, à dire, commence à gronder mon oncle. Oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu connais cette petite et tout? Elle demande maintenant à la grande sœur de maman, tu connais ce monsieur? Elle dit non, je ne le connais pas. Maman dit, mais comment ça que tu ne connais pas notre grand frère? Oh, mais je ne l'ai jamais vu de ma vie. Maman dit, non, c'est pas dit à cette femme-là. Non, 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 c'est notre grand frère, c'est notre aîné. La femme dit, non, 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 mais si cet enfant ne te reconnaît pas, il est hors de question que je te le laisse partir avec. Mon oncle commence à s'énerver. Donc, tout le village arrive. Et apparemment, cette femme, comme elle habitait en bout de village, c'était une femme que tout le monde savait qu'elle était sorcière. Donc les gens, le chef du village arrive là-bas, on réunit tout le monde au corps de garde, demandait à mon oncle ce qui se passe. Mon oncle dit, c'est mes deux petites sœurs. Voilà, l'aînée a été mariée, donc elle doit normalement se retrouver aujourd'hui depuis un moment chez son mari. Donc à cette heure-ci, elle devait être chez son mari avec sa petite sœur qui l'accompagnait pour s'installer. Comment se fait-il que je retrouve maintenant mes deux sœurs dans ce village travaillant pour cette femme? C'est comme ça qu'on lui a dit que cette femme était une sorcière. Il fallait faire tout pour récupérer les filles, désenvoûter les filles. Et mon oncle là, qui était quelqu'un qui ne laissait rien passer, il était vraiment dans une colère pas possible. Et il a décidé de faire la guerre à cette femme-là. Tu te démerdes, je ne sais pas comment tu as fait ce que tu as donné à ma soeur, mais tu vas te démerder pour la désenvoûter. Sinon, là, je vais te montrer qui je suis. La femme dit, mais toi, tu peux me faire quoi? Un petit vampiro comme toi, tu peux me faire quoi? Mon oncle lui dit, tu ne me connais pas. Je pars. Je vais voir mon père. Je repars dans mon village. Si tu connais mon village, voilà mon village s'appelle comme ça. Dès que la femme a seulement entendu le nom du village de ma mère, elle a commencé à trembler. Elle a dit, oh non, il faut surtout pas, on connaît la réputation des gens de ce village. Donc, c'est pas la peine de revenir, je vais m'arranger avec toi pour que je puisse faire quelque chose pour ta soeur. Donc, elle demande maintenant à mon oncle de dormir chez elle. Mon oncle refuse, hors de question. S'il faut que je dorme ici, ce sera au corps de garde. Mais moi, il est hors de question que je dorme chez toi. Et mes soeurs aussi, je les prends avec moi. On va tous au corps de garde. C'est comme ça que mon oncle a récupéré et maman et sa grande soeur jusqu'au corps de garde. Et ils ont fait une sorte de veillée là, en attendant le lendemain pour que la femme puisse aller couper les liens qu'elle avait fait et désenvoûter ma tante. Et donc le matin arrivant, et en fait ce qui s'était passé, que maman me dit que j'ai oublié, c'est que la dame, elle a fait encore des tubercules, le manioc, qu'elle voulait venir donner pour demander pardon à mon oncle. Tiens, mange ça. Mon oncle a dit hors de question. Tout ce qui sort de chez toi, je ne toucherai même pas. Donc le lendemain matin, la femme, elle a fait des mixtures qu'elle a données sous la surveillance du chef du village, parce que le chef du village ne voulait surtout pas entrer en guerre avec le village de mes grands-parents, parce que c'est un village qui est réputé dans cette province-là pour tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est, voilà. Et surtout, on connaissait la réputation de mon grand-père, qui était qui était un pasteur. Et donc, du coup, la dame a fait les mixtures, a mis des gouttes dans les yeux de ma tante, lui a donné aussi des trucs à boire. Ma tante a vomi. Donc, dès qu'elle a fini de vomir, c'est comme si elle s'était réveillée. Donc, elle se demandait où elle était, ce qui se passait, pourquoi elle n'était pas
encore auprès de son mari. Donc maman lui a raconté ce qui s'était passé. C'est comme ça que maman me dit que pendant tous les 3 jours que ce truc-là a eu lieu, pendant tous les 3 jours, elle ne mangeait pas. Elle disait que la seule chose qu'elle arrivait à manger, c'est quand elles allaient à la plantation toutes les deux, parce qu'elles étaient accompagnées de cette femme-là qui dominait sur sa grande sœur. Et comme elle craignait beaucoup sa grande sœur, donc elle suivait aussi. Et donc elle mangeait les racines, elle mangeait des fruits de brousse qu'elle trouvait, et c'est ça qu'elle mangeait, se nourrissait de ça, mais elle ne touchait jamais à la nourriture de cette femme-là. Donc c'est pour dire que si elles ont, comment dire, si ma mère et sa sœur ont été retrouvées déjà, c'est pas à cause de la vigilance de leur mère déjà, parce que la mère avait bien recommandé leur sœur, les 2 sœurs. Bon, maman, elle a été plus vigilante par rapport à sa grande sœur, et donc on dit que la commandise est un vilain défaut, et que surtout nous les mamans, nous devons vraiment veiller sur nos enfants. Bon, c'était d'époque où on donnait les enfants en mariage comme ça, mais je pense qu'il y a toujours aussi les mariages forcés jusqu'à nos jours, de surtout faire attention chez qui on va dormir. Parce qu'on ne peut pas aller dormir chez n'importe qui ou demander l'hospitalité à n'importe qui, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qui peut nous accueillir, chez qui on rentre et comment ces personnes peuvent utiliser notre esprit et notre âme. Et que Dieu vous garde. Merci pour l'histoire. Là, on va passer à la sixième histoire, autant pour moi. Alors, bonsoir la communauté. Je reviens pour ma deuxième histoire. En fait, la deuxième histoire, ça s'est passé avec mon oncle, petit frère à ma maman. Mon oncle a perdu son boulot. Il est à la maison, il est sous la charge de sa femme depuis 2 ans. Un jour comme ça, son ancien collègue, un de ses anciens collègues l'appelle pour lui dire qu'il a trouvé un boulot, mais bon, c'est pas un boulot en tant que tel, mais c'est un chauffeur. Il va conduire un grand quelqu'un. Il dit ok, il n'y a pas de souci, c'est mieux que de rester à la maison et d'être à la charge de ta femme. Vous-même, vous connaissez la femme. Si c'est la femme qui fait tout, sa bouche, elle va commencer par raconter. Au moins, si lui, il arrive à participer avec le loyer, c'est mieux. Il dit ok. C'est comme ça que mon oncle commence par travailler. J'ai un monsieur. Déjà, le monsieur était sectaire. Il travaille, il a commencé, je pense, en février. Déjà en mois de novembre, il dit à mon oncle qu'il y a un voyage qu'ils vont effectuer le 30 décembre. Mais pour effectuer ce voyage, il ne faut pas qu'il mange le sel. Il ne faut pas qu'il touche l'ail aussi. Mon oncle dit ok, il n'y a pas de souci. Et mais pourquoi? Il dit non, tu sais, le sel à cause de tension, donc c'est un long trajet. C'est au Bénin, on va, quoi, les affaires. Mon oncle dit ok, il n'y a pas de souci. Mais entre-temps, quand il lui a dit ça, il n'arrive pas. Quand il se couche, il fait des songes bizarres, comme quoi le patron a une machette sur lui, comme quoi ils sont partis dans une forêt où il y a les animaux. Il a changé quoi. La femme a remarqué l'attitude de son mari. Il lui demande, elle dit non, c'est rien. Il lui demande, elle dit non, c'est rien. Il y a un détail que j'ai oublié, excusez-moi. Un simple chauffeur, mais qui est payé par mois 150 000 et même qui a des primes par mois. Il se dit, mais c'est quel genre de travail mon patron fait? Et puis tout le temps, c'est comme ça. Si tous les chauffeurs étaient payés comme ça, ça a l'air bien. Bon. Un jour, ils sont partis dans un mariage entre eux et les chauffeurs des grands là. C'est là qu'ils commencent par parler. Et il prend le problème, il l'expose à ses amis. Et ses amis disent, ne dis rien à ta femme, tu connais les femmes, non, tu vas lui dire, mais elle va mettre quand même du sel. Ton patron va se fâcher avec ce qu'il te paye là. Ah. Mais ça ne va toujours pas. Il a toujours dit tout à sa femme, tout. Un jour, la femme lui réveille et dit, la femme lui manque, non, j'ai rêvé, ceci. C'est là, il dit, moi-même, depuis, c'est ça.
La femme dit, ok, il y a quoi? Il dit, non, j'ai un voyage à effectuer le 30 décembre prochain avec mon patron. Il m'a dit de ne pas manger le sel, de ne pas prendre quelque chose d'ail. La femme dit, ok, mais ce qu'on va faire, tu vas manger ça et puis aller voir si rien n'était arrivé là. Prochainement, tu vas plus manger. Je dis, ok, le jour, le 30 décembre arrive. Mon oncle se lave avec du sel. Il boit du sel. On lui prépare la sauce à l'ail. Il mange. Il paye l'eau des évians là. Il met beaucoup de sel dedans. Il parle voir son patron. Monsieur, doutant de rien, ils ont pris la route. Il dit qu'ils ont fait un long trajet. Pas possible. Ils ne s'arrêtent pas jusqu'à... Ils ont traversé et... Nous sommes au Togo, ils ont traversé le Togo, rentré dans le Bénin, dans les forêts. Patron, vous êtes sûr dans les forêts comme ça? Il dit oui, que comme c'est la fin d'année et il y a trop d'accidents, c'est quoi. Donc eux, ils restent dans les zones reculées pour faire ce qu'ils ont fait. Et enfin, ils sont arrivés dans une grande maison, pas possible, selon ce que mon oncle raconte, dans une grande maison. On ouvre la porte. Il dit qu'il y avait 2 garages. On ouvre la porte. Il y a des gardes-corps. Lui, il a eu des frissons. Le patron descend. Il lui dit qu'il n'a qu'à suivre les gardes là. Il dit, ah ok, je vais encore boire un peu d'eau. Il a bu l'eau. Il a pris l'eau salée là. Il a lavé son visage. Il a lavé ses mains. Il a commencé par prier dans son corps, dans son cœur. Il dit, Dieu, je n'ai pas gâté pour quelqu'un. Si quelqu'un veut gâter pour moi, il a commencé par parler. Je suis orphelin depuis mon enfance, quoi. Ils sont rentrés. Il y avait des chambres. Il dit que il rentre, il sort, il suivait seulement les gardes jusqu'à il rentre. Arrivé, il y avait un petit bout, genre un pygmée assis dans un coin là-bas. Et les gars sont sortis le laisser. Il y avait des courris, des bijoux. Ils ont fait un cercle sous forme d'étoile. Et ils ont mis un petit tabouret plus des trucs. Il y a, genre ce qui lui l'avait vu en songe, quelques trucs quoi. Seulement des légères modifications. Le pygmée lui demande de s'asseoir là-bas. Il s'assied. Il descend comme ça. Il regarde mon oncle face à face et il commence par crier. Qui a amené ce gars ici? Qui a amené ce sorcier ici? Je fais ce travail, ça fait combien d'années? Vous n'allez pas me tuer. Vous n'allez pas me tuer. Il a pas possible que les gars sont venus. Il dit non. Mais monsieur, il dit sors d'ici. Le pygmée, il parle comme ça en étant et en lui faisant dos. Parce que quand il était rentré là, il avait fait dos. C'est quand il est descendu pour faire les rituels. Excusez-moi. Leurs yeux se sont fixés quoi. C'est là il a su que lui là, il a mis des trucs sur là. Quand tu viens, on ne t'a pas dit de ne pas prendre des trucs comme ça. Tu veux me tuer. Qui t'a dit? Qui l'a amené? C'est le chauffeur de qui? C'est là il dit les gars sont venus. C'est le chauffeur de tel. Amenez telle personne là. Appelez-le. On a appelé le patron. Le patron est rentré. On a fait sortir mon oncle. On dit de l'éloigner. Il est parti rester là-haut. La voiture garée là. Et on a amené son patron. Il dit, bon, pendant tout ce temps, lui ne comprenait rien. Par après, 15 minutes après, pour lui, peut-être comme c'est comme ça, le patron va venir, ils vont partir. 15 minutes après, les gardes lui rappellent de venir. Que de retourner. Et derrière la voiture, il y a des sacs là-bas d'enlever, de venir. Il est parti, des sacs des Nigériens, là, je ne sais pas comment vous avez appelé ça. Gros sacs comme à 1000 francs. Il y a les fermetures sur ça. Il a pris ça comme 5 sacs. Il est venu, son patron était assis comme ça. L'argent sortait de sa bouche seulement. De manière comme façon dont on compte l'argent à la banque là, avec les machines là, que c'est comme ça l'argent sortait. Et le pygmée de dos, il lui dit, c'est ce que ton patron t'a amené pour faire. Donc, il t'a dit de ne pas prendre ceci, mais tu as refusé, tu as pris. Et puis, dans le registre, c'est déjà enregistré qui va amener quelqu'un. Il se fait déjà tard. C'est qui vous allez aller chercher cette nuit-là. Donc, comme il n'a pas trouvé quelqu'un, c'est lui-même on a pris pour faire
le sacrifice. C'est ce qu'il est venu pour te faire ça. Il est venu pour faire de toi de l'argent. Donc, comme il n'a pas pu, c'est toi qui va prendre l'argent là. Parce que nous, on ne veut pas de l'argent ici. Si tu vas prendre de l'argent là, et lui-même, ça te regarde. Il lui a demandé de ramasser l'argent. Et il a ramassé l'argent, pas possible. Je vous le dis, il a mis ça dans la voiture. Pendant ce temps, la voiture qu'ils ont pris pour venir là, on dit non, que c'est pas avec cette voiture qu'il va repartir. Il va repartir avec une autre voiture que chaque année, c'est ce qu'il fait à ses chauffeurs. Je vais pas trop être longue. Bon, c'est à peu près l'histoire. La morale de l'histoire, je peux dire que c'est pas toutes les choses que les femmes ne peuvent pas. Il y a des trucs, quand tu épouses une femme, c'est que tu la fais confiance. Si tu as un problème, parle-lui. Peut-être qu'elle peut te trouver une solution. Si mon oncle n'avait pas écouté, et s'il avait écouté ses amis qui disent non, les femmes, quoi, il allait mourir comme ça. On n'allait pas demander qu'est-ce qui s'est passé. Parce que la famille ne connaît pas chez qui il travaille. On sait seulement qu'il est chauffeur quelque part en ville là-bas. Donc la morale de l'histoire, c'est ça. Écoutez les instincts de vos femmes. S'il y a un problème, dites-le. C'était ça. Merci de m'avoir écouté. Je reviendrai pour une autre histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 7e histoire. Bonjour DMG, c'est encore moi qui reviens à travers une autre histoire mystique intitulée La malédiction par les habits. C'est un titre un peu curieux, n'est-ce pas, un peu bizarre, mais l'histoire explique comment un monsieur, en prenant l'habit de son ami, a pu porter une malédiction. Et ce qui devait arriver à son ami, et lui est plutôt arrivé. Donc c'était deux grands amis dans un village à Bafou. Alors le monsieur était entré dans une secte pernicieuse et était donc venu le moment de livrer quelqu'un. Il a remué ciel et terre et il n'a trouvé personne qu'il devrait livrer. Donc il n'avait pas tout donné les femmes, les enfants, parce que tout le monde était bien blindé, tout le monde était bien cerné, on connaissait qui il était et on savait qu'il était dans une secte pernicieuse dans laquelle il vendait des gens et que son tour était arrivé. Et tout le monde donc était donc allé chez un tradipraticien se blinder et chacun était donc resté en prière. Donc lui, n'ayant pas pu donc donner 4K, il savait que forcément c'était lui qui devait mourir. Mais il lui restait un dernier tour dans la poche. Ce tour dans la poche, c'était un ami, son meilleur ami. Alors, il invita donc son meilleur ami à aller faire un tour en brousse pour découvrir un des champs qu'il venait d'acquérir. Et ce champ, non loin de ce champ, il y avait une rivière. Alors, en quittant de chez lui, il avait bien pris le soin d'avoir un habit qui devait porter un remplacement de l'habit qu'il avait sur lui après avoir pris le bain. Donc, il avait même prémédité son coup. C'est son ami qui était naïf. Alors, ils ont fait donc le tour de la parcelle. Et à la fin, le monsieur lui dit « Non, j'ai une fois envie de me laver comme quand j'étais petit. À la rivière, ça fait longtemps, je n'ai plus cette sensation-là, je n'ai plus fait ça. J'ai bien envie de me laver pour vivre mon enfance, pour vivre quand j'étais encore tout petit. » Alors, il se déshabilla, il donna donc ses habits à son ami et arrêté, prétextant le fait qu'il ne voulait pas que son habit se salisse. Et peut-être que des fourmis et autres, si des pousses au sol, pouvaient s'y émisser, puis ça devait paraître bien. Son ami, tout naïf, prena donc les habits et arrêta. Le monsieur alla pris son bain et sortit de l'eau. Mais à la grande surprise de son ami, il constata qu'il avait d'autres habits de rechange dans le sac. Il portait donc ces habits de rechange-là. Et sans toucher ses habits, il ouvra le sac et demanda à son ami de mettre des habits là-bas dedans. Ce que son ami a fait. Donc, quelques temps plus tard,
Son ami donc mourut par accident, à grande surprise générale de tout le monde. Donc le monsieur avait comme ça transféré sa malchance, transféré l'énergie négative qu'il avait en lui sur son ami à travers son habit. Donc maintenant, quelques temps plus tard, cet ami-là fait l'accident et il mourut. Alors, comme il est de coutume chez nous, chez les Bamileke, quand quelqu'un a ce genre de mort, là, on cherche toujours à savoir l'origine de sa mort à travers une autopsie. Alors, l'autopsie a donc révélé que la mort dont il a été victime n'était pas la sienne. C'était la mort de quelqu'un d'autre, mais il a pris cette mort-là naïvement à travers juste l'habit. Donc, il avait chargé l'habit négativement, de façon à ce que son habit devait toucher dans l'habit, que tout son karma négatif puisse être transféré, de façon à ce que tout ce qui devait lui arriver négatif arrive plutôt à son ami. C'est donc ce que l'autopsie avait révélé. Et donc la leçon de l'histoire, c'est que l'on ne prend pas, lorsqu'on avait un ami, lorsqu'il se déshabille, non, on ne prend pas ses habits, qu'il essaie lui de se débrouiller, d'accrocher, de mettre son habit quelque part, mais de ne jamais en prendre. De même que nos parents, et ils le savaient, qu'on ne voit pas nos parents nus, ou bien quelqu'un qu'on ne connaît pas nu. On ne voit pas nu, mais aujourd'hui on a oublié ça, on est dans les plages partout, on ne sait pas nu. Non, c'est interdit, on ne voit pas quelqu'un qu'on ne connaît pas nu. Si on voit quelqu'un au-dessous d'un carrefour qui est en train de venir nu, nous aussi on doit s'en dire à ce que lui aussi nous va nu, c'est-à-dire on urine aussi, quitte à ce qu'il voit comment on est en train d'uriner devant lui. Et plus tard on doit se laver et on doit essayer de se libérer cette malchance, puisque c'est interdit dans notre culture de voir quelqu'un nu. Nos parents, on ne doit pas les voir nus, bon, sauf en cas de maladie. Si la maladie, c'est différent. Mais aujourd'hui, les parents et tout, c'est présent nu devant les femmes, non, c'est devant les enfants, c'est pas bien, c'est une malédiction en réalité. Donc, c'est la leçon que nous devons apprendre de ça, de savoir que l'habit de quelqu'un d'autre, nous-mêmes, nous savons, même dans la Bible, il y a des gens qui ont juste été guéris, juste en touchant de son Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été guéris, parce que l'habit était porteur d'une certaine énergie. Donc on peut bien porter, quelqu'un peut bien transférer son énergie à travers son habit. Nous savons aussi qu'il y a des gens qui ont une secte et qui vont, ceux qui déshabillent tout nus, ils vont dans les marchés, tout, et font du spectacle au marché, attisant dans les regards. Et parce qu'ils sont nus, à travers leur nudité, ils attirent donc toute votre chance et toute votre énergie. Et c'est ça le but. Et ceux qui ne savent pas, regardent ça comme un spectacle, filment, mais postent même sur Facebook, sur TikTok, un peu de partout, mais oublient de faire ce qu'il y a de faire. Oublient de se séparer de cette énergie, oublient de, au moins nos parents, et après avoir vu ça, ils se lavaient le visage avec de l'eau et ils prononçaient des paroles pour couper le lien avec d'autres personnes, tout lien négatif avec cette personne. Mais aujourd'hui, nous, on a oublié ça. Et c'est même devenu l'objet de moquerie, l'objet d'affabulation et autres, oubliant que quelqu'un de nu ne doit pas nous présenter sa nudité. Surtout qu'on ne connaît pas, même quand on le connaît, même quand c'est un parent, c'est interdit, sauf s'il est malade. Voilà, c'était ça mon histoire et la leçon de l'histoire. Merci, bonne journée à vous, au revoir. Merci pour l'histoire. Et là, on passe à la 8e histoire. Oui, là, je te reviens avec une histoire, l'histoire d'une amie à moi. Oui, on s'était connus dans un endroit où on disait qu'on faisait la prière. Alors, quand moi je suis arrivée là-bas, je n'ai pas vu vraiment quelque chose qui me montre qu'ici vraiment on prie le seul vrai Dieu. Bon, je me suis éclipsée parce que moi j'ai grandi dans l'église. Donc,
je connais quand les gens prient vraiment pour Dieu et qui sont sincères. Mon amie, elle est restée là-bas parce que Madame le pasteur la draguait pour qu'elle devienne un pasteur elle aussi. Alors, elle était constamment, elle dit, bon, je vais t'envoyer à l'école de ceci et de cela. Vraiment, quand tu vas être pasteur, d'autres personnes vont regretter puisqu'elle a proposé la même chose à moi. Je lui ai répondu que non, moi je ne voudrais pas être pasteur. Moi je croyais que c'est un endroit de prière. Pasteur, mais bon, et certes, moi je ne suis pas contre les femmes qui sont pasteurs ou ceci et cela. Bon, moi je m'étais éclipsé. Alors du coup, mon ami et moi on s'était perdu de vue. Quand on s'est perdu de vue, on a fait beaucoup d'années, hein, 4 ou 5 ans. Et comme ça, un jour, on s'est croisés. Quand on se croise, elle me dit, mais tu étais où? J'étais cherché. J'ai demandé ton numéro. On a même refusé de me donner. J'ai demandé ton numéro au pasteur. Elle a refusé de me donner. J'ai dit que, mais elle refuse de te donner mon numéro comment? Pourtant, elle, de temps en temps, elle m'appelait. Alors, nous avons changé les numéros. Elle me dit, mais je reconnais ton numéro, c'est le même. J'ai dit, c'est le même. Depuis que j'ai eu le téléphone, depuis que je suis affilié à Orange, c'est le même numéro que j'ai eu depuis des années. Alors, on a papoté un peu là. Bon, je lui demande, tu es où? Elle me dit que je vis chez ma tante. D'accord. Ok, on s'est séparés. Bon, quelques mois plus tard, elle me rappelle. Elle m'appelle. Elle me dit que vraiment, il faut que je te voie. Il faut qu'on se voit. Je lui demande, mais toi, tu es de quel côté? Elle me dit que non, je ne suis plus chez ma tante. J'ai des gens chez moi. On a pris rendez-vous. Je suis parti, elle est venue m'attendre en route. Elle m'a amené à la maison. C'est la réception que tu voulais voir. Mon ami, j'étais bien reçu. Haha. Il y avait la bouffe, il y avait du bon vin. Alors nous sommes restés, on a causé. Elle me dit, bon, là où tu vois, j'ai un homme maintenant dans ma vie. Et c'est cet homme. Il dit que, mais, mon ami, tu deviens de plus en plus belle. Il dit que tu ne connais même pas la meilleure. Le jour où lui et moi on s'est tamponnés à l'église, il m'a donné 200 000. Il m'a dit que j'étais très belle. Oh, vraiment, qu'il aimerait me voir comme ça tout le temps. Et comme ça, le type donnait l'argent sans avoir aucun rapport avec elle, jusqu'au jour du mariage. Parce que le type a loué maintenant un appartement moderne. Il lui a dit, tu es ma reine, je suis ton roi. Faire un canapé de reine. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est elle seule qui avait le droit de se coucher sur ce canapé. Alors, même les enfants n'avaient pas le droit de s'asseoir dessus. Quand je suis arrivé, j'ai vu toutes ces choses-là. Elle me dit, tu vois, il m'appelle ma reine et tout. Mais là où tu vois vraiment, je n'ai pas de rapport avec lui. Je demande à mon ami, tu ne trouves pas ça suspect? Ça fait combien de mois que vous êtes ensemble? Elle me dit 4 mois. Et il a même amené ses enfants chez elle pour fréquenter. Elle dit ok, puisque leur maman apparemment était déjà décédée, alors il vivait seul avec ses enfants. Et il ne vivait pas dans la capitale, il vivait très loin même, dans une autre ville. C'est comme ça que les enfants du monsieur habitaient déjà avec elle. Elle aussi, elle avait son enfant, sa fille, il y avait sa nièce, son neveu, son petit frère et tout. Voilà, le monsieur subvenait à tous les besoins de la maisonnée. Personne n'avait, c'est-à-dire, il envoyait tous les enfants à l'école comme si c'était les siens. Tout le monde allait à l'école. Tout le monde avait les mêmes avantages. Et la dame alors, le jour où monsieur vient avec les téléphones, tous les enfants sont Android.
Regarde, j'ai dit, gars, mon ami, tu as trouvé le mariage. Vraiment que Dieu te bénisse. Tu as tellement souffert. La tante te menace par-ci et tout et tout. Elle me dit qu'elle a même honte de venir ici maintenant. Je dis non, elle finira par venir. Alors, chemin faisant, l'année scolaire passe, elle finit. Ils disent que bon, maintenant, il faut qu'on se marie pour que mes enfants et toi, vous puissiez me retrouver où je suis. Comme ça qu'on fait tout. C'est moi-même qui avais acheté les pains. Parce que elle et moi étions partis, on a pris 10 pains. Quand nous avons pris 10 pains, monsieur est arrivé, il m'a envoyé prendre 50 pains. Il dit sa femme est tellement occupée à préparer les billets. Oh, elle voulait que le monde entier soit là. Je vous assure que c'était un mariage. J'étais allé prendre 50 pains. Je reviens, et il dit non, ceci part dans ma famille. Bon, pour la famille de ma femme, il faut que tu partes encore prendre 20 pains. Je suis parti. Toutes les remises qu'on faisait là-bas, hein, la chèvre bout là où elle est attachée, non? Le monsieur là m'a donné même un pain qui était autre que le pain du mariage. Il dit que non, je lui ai fait beaucoup trop de recettes. Alors, on a préparé. Les préparatifs allaient bon train. Je vous assure que eux, ils se sont mariés au bord de la piscine. C'était un mariage pas comme les autres. Et la soirée, quand c'est d'abord arrivé à l'église, je n'étais pas parti à la soirée. À l'église, la femme est arrivée sur une charrette. Les chevaux blancs tiraient cette charrette-là. Et la charrette était tellement ornée en blanc et or, couleur or. Aïe. Quand elle est arrivée à l'église, mais les gens sont d'abord sortis de l'église pour venir voir ce qui se passait. Je vous assure. Et le monsieur l'a rencontré à cette église. Et c'est l'une des grandes églises du réveil de la capitale. Le mariage s'est passé. Moi, je lui ai dit que je ne peux pas. C'était d'abord un peu éloigné. Pour que je rentre dans mon quartier, m'habiller pour revenir. Et j'étais fatigué. La journée et tout et tout. Comme ça que je suis rentré chez moi. Elle a reçu plein de cadeaux. Bon. Après le mariage, elle est partie. Alors, elle dit que c'était sa première nuit avec son mari. À l'hôtel où ils étaient. Ils ont fait là-bas quelques jours, 3 ou 4 jours. Elle est revenue chez elle. Bon, elle m'a appelé, elle me dit qu'elle est déjà à la maison. Je n'étais pas parti immédiatement, j'ai fait une semaine. Elle me dit qu'elle m'appelle encore, elle me dit que mais je t'ai dit que je suis déjà rentré. Tu ne viens pas me voir. Bon, j'ai dit ok, je viendrai. Je suis allé là-bas une semaine plus tard. J'ai trouvé que les cadeaux étaient un tas de cadeaux comme ça là. Un tas de cadeaux. Elle n'avait encore rien déballé. Les cadeaux là sont restés là-bas. Hein. Ça fait là-bas peut-être 6 mois. Rien n'était déballé. Rien du tout. Un jour comme ça là, elle m'appelle. Elle me dit, mon ami vient m'aider à déballer mes cadeaux. Ah, peut-être que tu peux aussi, s'il y a ce qui est 2 fois chez moi, tu peux prendre aussi. Je suis parti. Nous avons commencé à déballer. On a commencé à déballer. Moi, je déballais plus les verres. Parce qu'il y avait un panier comme ça à côté de moi. Moi, je cherchais les cartons qui ressemblaient aux verres. Je déballe les verres, je mettais ainsi de suite. Elle a déballé un carton. Et dans le carton, c'était comme un fétiche. Quelque chose attaché avec du tissu rouge. Elle lui a, il y avait un mot dedans. Comme tu as déjà vu, c'est la fin. Elle crie mon prénom. Elle me dit, viens voir. J'ai dit, voir quoi? Est-ce que moi, elle te demande de venir voir ce que moi, elle déballe? Je vois comment elle panique. Après,
Elle arrête ça avec sa main. Elle me montre. Je demande c'est quoi ça. Elle me dit que c'est ce qui était et le mot était en dessin. Elle a mis le mot, elle m'a montré. On a arrêté de déballer. Moi-même, j'ai arrêté de déballer. Après, elle commence à me dire que non, je suis quand même une évangéliste, hein. Je crains Dieu, je suis une chrétienne. Il ne peut rien me faire. On ne peut rien me faire. Oh, comme ils sont. Je lui dis que faites très attention. Les choses comme ça, là, ce n'est pas bien. Elle, non, elle ne voulait pas m'écouter. Je dis qu'il faut chercher à voir ce qu'il y a en deçà. Bon, elle est évangéliste, moi je ne suis rien. Alors, peut-être elle connaît Dieu. Comme les gens des églises réveillées là, c'est eux qui causent avec Dieu. Bon, je suis resté tranquille et tellement rentré chez moi. J'ai fait 1 mois et demi sans arriver chez elle. Quand j'arrive chez elle, on me dit qu'elle a le palu. Tu as le palu comment? Elle me dit que maman, laisse-moi. Je suis partie chez mon mari. Je devais faire 1 mois là-bas. J'ai fait 2 semaines. Ça dit en 2 semaines, le sang qui coulait de mes narines pouvait peut-être, le sang est même fini comme ça dans mon corps. J'ai dit quoi? Elle me dit comme tu entends. Et 2 mois plus tard, on dit que c'est déjà le cancer du sang. Et le cancer du sang ne fait que finir le sang, son sang. Ok. Va à l'hôpital. Son mari dit non. Il faut qu'elle parte voir un spécialiste de quoi le traitement coûte, tu sais combien. L'argent venait chaque jour que Dieu a créé. Il avait 300 000. Si c'est l'argent là qui l'endormait, si c'est quoi, que va même te faire soigner. Quand elle est tombée dans les pommes, on dit qu'elle est anémie. Amenée à l'hôpital. Non, son mari a dit qu'on doit lui faire les trucs traditionnels là. Ça remonte plus vite, ça donne plus vite du sang. C'est comme ça que la fille là est morte. Là, dans sa maison, chez elle. Sur son fauteuil de princesse, de reine. Quand on m'appelle pour me dire qu'elle est morte, j'étais glacée. Mais vous ne connaissez même pas la meilleure. Le monsieur, il arrive. On avait déjà mis à la morgue. Le corps n'avait pas fait 1 semaine à la morgue. Il dit que lui, il a d'autres chats à fouetter. Dès qu'il est arrivé, peut-être mercredi, il a dit qu'on lève le corps vendredi pour enterrer, samedi pour enterrer directement. La veille sans corps, c'est vendredi. Oh. Tellement elle était connue. Les gens sont arrivés vendredi. On se dit que ça, c'est quelle histoire encore? Quand le monsieur a levé le corps samedi, directement, il est parti enterrer. Il y avait 2 tombes. Sa première femme, on dit qu'elle aussi est morte comme ça, là, d'une manière pas catholique. Et voilà la deuxième qui meurt. Il est venu. Dès qu'il est rentré, il est venu avec le camion. Il a enlevé tout ce qu'il avait acheté. Il dit à la famille, il a pris ses 2 enfants à lui. Il dit à la famille de la femme, si vous restez là-bas, c'est vous qui payez. Je ne suis responsable de rien. Il a lavé ses mains. La famille est restée dormir là, le temps de se battre aussi et de se chercher. Je vous assure, c'est comme ça que mon ami a perdu sa vie. Comme pour dire à nos enfants, à nos jeunes sœurs là, de faire très attention. Le dehors aussi, celui qui t'aime franchement ne vient pas te faire miroiter l'argent. Il ne vient pas te dire que oui, voici. Mais vraiment, faisons très attention. C'est comme ça que j'ai perdu mon ami. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire, avant-dernière histoire. Bonsoir JNT. Bon, pour ma petite histoire, c'est une histoire réelle. Cette histoire s'est passée à Abidjan. Au fait, je suis une fille burkinabé d'origine, de père et de mère burkinabé. Mais toute l'enfance, je l'ai vécue à Abidjan jusqu'à l'âge de 20 ans.
Je suis née dans une cour musulmane, qui sont des Ivoiriens, une famille Maoka. Comme les Tini de là-bas, on les appelle les Maoka. Les gars viennent de Touba. Les villages, c'est Ganwe. Bon, cette histoire, c'est l'histoire du vieux de la cour. Le vieux est un vieux marabout. Bien avant qu'il devienne marabout, il a épousé sa première femme. Quand il a épousé sa première femme, bien avant qu'il épouse sa première femme, il paraît qu'il était un vieux. À l'époque du travail forcé, les Blancs ne pouvaient pas le mettre dans le travail forcé parce qu'on disait qu'il n'était pas normal. Il n'était pas normal parce que, comme on le dit chez nous les Africains, qu'il y a des génies derrière lui. Donc, il n'a pas fait le travail forcé, mais il a vécu ça. Et qu'on lui disait de faire, il n'acceptait pas, puisqu'il n'était pas normal. Bon, parmi sa génération, presque, disons, tout le monde s'est marié. Le vieux en question, tout le monde s'est marié, sauf lui. Parce que personne ne voyait en lui une femme normale qui va venir se marier à celui-là. Personne ne voulait que son enfant... Personne ne voulait donner son enfant. Donc le vieux en question, c'est sa tante qui a eu pitié de lui, qui lui a remis une de ses filles en mariage. Donc effectivement, ils sont venus à Abidjan. Ils habitaient au grand marché d'Abidjan. Le même grand marché à l'époque n'était pas comme ça. Ils sont venus à Abidjan. Il paraît que quand ils venaient là, ils s'habillaient même pas, c'était en Kobla. Au moment où les gars venaient à Abidjan, ils s'habillaient en Kobla. Donc, quand ils sont venus à Abidjan, ils dormaient au grand marché. Il n'y avait pas un endroit fixe où dormir. Donc, tantôt, quand les femmes finissaient de vendre, ils ramassaient des cartons et puis se couchaient sur les cartons en bas des tables des vendeuses. À chaque moment, il disait à son épouse, je suis sûre qu'un jour, je serai un grand marabout. Les gens vont parler de moi dans le village, les gens vont parler de moi dans la grande ville. Mais sa femme lui disait toujours que, mais en attendant, nous n'avons pas quoi à manger, nous ne savons pas où dormir. Toi, tu es en train de faire des grands rêves. Pour le moment, nous sommes là sans quelque chose de précieux. Mais au fur et à mesure, sa femme était très, très, très soumise. Elle vivait avec lui malgré qu'ils étaient dans les difficultés. Et maintenant, il parlait de ses rêves à sa femme. J'ai rêvé, je serais comme ça, je serais comme ça. Mais sa femme lui disait à chaque moment, non, il faut penser à maintenant, tes rêves là, je ne crois pas. Au fur et à mesure, ils se sont adaptés un peu, jusqu'à ils ont eu un endroit fixe pour dormir. Ils ont eu un endroit fixe pour dormir. Mais au fur et à mesure, ça allait un peu jusqu'à... Il est reparti au village avec sa femme. Pendant 15 ans, ils se sont mariés. Pas d'enfants, ni rien. Donc, il est reparti au village avec sa femme. Il allait donner sa parole, comme on le dit. Il allait donner son engagement dans un autre coin à côté de leur village. Il dit, si en cas, j'ai gagné des enfants, je vais venir donner un bec en sacrifice. Donc, il a pris l'engagement. Il est revenu à Abidjan. Quand il est revenu à Abidjan, quelques temps après, il s'est remarié. C'est sa première femme qui a choisi cette deuxième épouse pour lui. Parce que c'est sa première femme qui a en profité par la fête de leur génération, une des fêtes de leur génération au village. Et puis, elle a proposé la femme à son mari. Son mari a accepté. Donc, dès que la deuxième épouse est rentrée, même pas un mois, la première tombe enceinte. Dans le même mois, la deuxième épouse aussi est tombée enceinte. Donc, la première qu'elle a accouché, pas 2 semaines après,
La deuxième femme aussi a accouché un garçon. Donc, comme je le disais, le vieux, il a pris cet engagement. Donc, après, il a eu des enfants, du succès en succès, mais il ne s'est pas rappelé de l'engagement qu'il avait pris au village. Oui, il est resté jusqu'à... Après, il a épousé une troisième épouse. Quand la troisième épouse est venue, elle aussi, sa première grossesse, c'était un garçon. Et c'était des jumeaux. Des jumeaux. Et la deuxième épouse, elle a fait des jumelles identiques. Des vraies jumelles identiques. Nous-mêmes, quand on était petits, à l'âge de 10 ans même, on ne reconnaissait pas les deux jumelles, les deux mamans. Si je vais parler, c'est comme si c'est mes deux mamans. Je ne les reconnaissais pas. Quand elles quittaient dans leur foyer, elles venaient dans la cour. Non, quand on nous dit, va dire à telle tante qu'elle n'a qu'à donner ça, quand on les regarde, mais pour les identifier, c'était très difficile. Donc le vieux a eu du succès en succès, jusqu'à ce que la mort vienne lui prendre. Mais bien avant que la mort vienne lui prendre, je précise ici que la troisième épouse du vieux, Adja Massé, a été la première femme à avoir des triplés au-dessus de 13 filles. À ce temps, il paraît que le président Oufoué, le président Yadema, et puis du Togo, le président Maurice Yamerou du Burkina, ils avaient pris l'engagement de suivre. Chacun avait pris à sa disposition l'un des jumeaux. Mais le papa n'a pas voulu. Il dit que non, lui, ses enfants ne vont pas faire l'école française. Il ne veut pas que ses enfants fassent l'école française parce qu'il détestait les blancs. Il n'avait pas eu une bonne idée d'être blanc. Donc, le vieux n'a pas suivi l'engagement. Et puis, après ça, du succès en succès, effectivement, le vieux, il a été le premier vieux de leur village. Il a été le premier pèlerin à partir à la Mecque avec l'avion. D'autres étaient partis en pied, mais lui, il a été le premier à monter dans l'avion pour aller à la Mecque. Au fur et à mesure, il a fait partir ses épouses à la mer, il a adapté l'islam, il a embrassé l'islam, il est devenu croyant, tout ça. L'engagement qu'il avait pris, il a oublié jusqu'à sa mort. Après le décès du vieux maintenant, la famille continuait, une belle famille, une famille joyeuse. La deuxième épouse du vieux est décédée. Après ça, quand la deuxième épouse du vieux décédait à ce moment, je crois qu'à ce moment, si je me rappelle très bien, je ne dépassais pas les 4 ans. Hein, parce que dans les calculs, je ne dépassais pas les 4 ans. Après le décès de la deuxième épouse du vieux, donc la cour, vraiment, la cour, ils n'avaient pas les moyens, mais la cour était formidable. Ils étaient toujours heureux. Le peu que les gars gagnaient pour manger, après ça, ils étaient toujours heureux. Ils n'avaient pas les moyens, mais il y avait de l'harmonie dans la cour. Quand ils arrivaient à manger les gabas, le repas quotidien de la Côte d'Ivoire, qu'ils arrivaient à manger les gabas comme ça, c'est fini, ils sont tous contents. Donc, dans la cour, en tout cas, il y avait la joie. Tellement il y avait la joie qu'ils acceptaient les uns et les autres. Même il y a des amis de leurs fils, de leurs petits-fils qui pouvaient quitter ailleurs, qui venaient habiter dans la cour, mais sans que les parents ne se plaignaient. Hein, parce que c'était une famille vraiment accueillante, une famille très accueillante. Ils n'avaient pas les moyens, mais ils acceptaient les gens. Ils acceptaient les gens parce que les gars vivaient en harmonie. Jusqu'à ce que le premier fils du vieux décède. Lui, il est décédé d'une crise cardiaque. Il a piqué une crise, l'a envoyé à l'hôpital. Quelques jours après, 3 semaines, il est décédé. Donc, c'est le deuxième fils du vieux qui était comme les grands frères de la cour. Parce que les premières, elles sont des femmes. Au fur et à mesure, les gars habitaient dans la cour. Il y avait l'harmonie, la joie, malgré qu'ils n'avaient pas les grands moyens, mais c'était intéressant. J'ai très bon souvenir de la cour.
Un coup vraiment formidable, une famille formidable, malgré qu'il n'y avait pas les moyens, mais quand même là, tu les enviais parce qu'ils étaient toujours contents, heureux avec le peu qu'ils avaient. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que le deuxième fils du vieux tombe malade. Mais bien avant que le deuxième fils du vieux tombe malade, après le décès du premier fils du vieux, ils ont 2 sœurs qui sont décédées. Il est tombé malade, après l'autre a perdu à son âme très belle fille. Et du coup, on voit que ses membres ont commencé à se paralyser, comme si c'était de l'amusement. Elle se plaignait des douleurs. Après, bon, ça a pris ses membres, tout ça. Elle aussi, elle est décédée. Mais tout ça, les gens n'ont pas tenu compte de ce qui s'est passé. Après, ils ont une autre sœur encore qui est décédée. Ah, ça devient inquiétant un peu, mais ils disent que non. Comme c'est des musulmans et puis c'est des croyants, ils disent que non, que c'est la volonté de Dieu. Que quand ton jour est arrivé, c'est la volonté de Dieu. Donc, au fur et à mesure, jusqu'à ce que le deuxième fils du vieux, lui aussi, il est tombé malade. Mais bien avant qu'il tombe malade, il tombe malade lui-même, il a fait un songe. Dans le songe, puisque lui, c'est comme si c'est lui qui avait pris l'héritage du vieux un peu. Il était devenu marabout. Bien avant qu'il tombe malade, il a fait un songe. Ok, il a fait le songe. Maintenant, il allait acheter un mouton. Il voulait faire le sacrifice en cas s'il y a un malheur. Il faut que le malheur puisse partir à la place. Alors, ils vont faire le sacrifice du mouton et puis le malheur ne va plus être réel. Quand il a acheté le mouton, il a envoyé le mouton. À la veille, le mouton est décédé. Donc il a eu peur même, il a commencé à pleurer. Ah, que lui sait que ça vient arriver. Il ne comprend pas. Ah, lui ne sait pas ce qu'il y a. S'il y a des choses dans la cour ou pas. Mais ce que lui peut dire, ce que lui voit actuellement, c'est pas intéressant. À ce moment, j'étais avec une de ses nièces, une des filles de son aîné qui est décédée. Donc j'étais avec elle. Bon, il parlait comme nous sommes des enfants, mais on n'avait rien compris là-dedans. Quand il parlait, il a commencé à pleurer. Bon, en le suivant, sa nièce lui a demandé, puisqu'on l'appelait Ngoche, pourquoi tu pleures? Il dit, vous me faites pitié. Commencez par toi-même, tu me fais pitié. Ma fille, reste tranquille, la vie est très courte. Elle a dit que oui, je vais rester tranquille, mais pourquoi tu pleures? Il dit non, quand je regarde mon petit frère, le dernier fils de notre maman, il me fait pitié, sa femme me fait pitié. En disant ça, en tant qu'enfant, bon, nous on n'avait rien compris, on était assis à côté de lui, on le regardait comme un cinéma, mais il n'a pas expliqué ça aux grandes personnes. Ça, nous les enfants, il a expliqué. Quelque temps après, Ngoche est décédé, le deuxième fils du vieux. Quand il est décédé, après le 7e jour maintenant, ils ont l'un des cousins de leur grand-père, du vieux, qui les a appelés pour dire, il a appelé les petits frères, les autres frères qui restaient. Il dit, venez, j'ai quelque chose à vous dire. Quand ils sont arrivés, il dit, effectivement, je me suis rappelé de quelque chose de très important. Votre papa n'est pas de notre génération, ni de notre deuxième génération. Votre papa est âgé que nous pendant des années. Mais nous, on s'est mariés, on a eu des enfants. Et votre père, il ne s'est pas vite marié, mais quand il s'est marié aussi, il a fait quelque chose de 10 à 15 ans avec votre grand-maman. Il ne gagnait pas des enfants. Donc, il y avait un coin au village, vers le village, nous sommes allés dans un petit village à côté. Il y a un coin où tu peux aller donner ta parole. Après, quand ça se réalise, tu viens respecter. Donc, c'est là-bas votre papa est parti. Votre vieux est parti, j'ai été témoin. Même votre grand-maman, la première femme de votre papa, il a été témoin. Quand il est parti, il a demandé à ce que
Parce que lui, il veut avoir des enfants. Si lui, il a eu des enfants avec de l'argent, il prend l'engagement, il va venir donner un bœuf en retour. Moi, je crois à ce moment, c'est le cousin de leur papa qui dit ça, que je crois que c'est ce qui joue sur vous. Je me suis rappelé maintenant, si vous ne me croyez pas, allez-y demander à votre grand-maman qui est à la maison. Parce qu'à ce moment, votre papa ne pratiquait pas l'islam. C'est après ça, avec le temps, il a pratiqué l'islam. C'est vrai, nous sommes des musulmans aujourd'hui, mais il y a les choses qu'on pratiquait avant. Donc, je crois que tant que le sacrifice et tant que l'engagement que votre papa a pris là-bas n'a pas été respecté, c'est ce qui est en train de jouer sur votre famille. Bon, les enfants du vieux se sont levés. Ils sont allés voir les grands-mamans. Père à son âme, à ce moment, la grande-maman vivait. Ils sont allés voir les grandes-mamans pour demander. Elle a dit, effectivement, c'est vrai qu'elle-même, elle avait complètement oublié. Que c'est vrai, elle a fait quelque chose de 15 ans avec les papas. Elle ne gagnait pas d'enfants. Mais quand ils sont allés prendre l'engagement là-bas, un an après, votre papa, il a marié sa deuxième femme. Dès qu'elle est rentrée ici, tombée enceinte. Elle aussi, elle est tombée enceinte. C'est pour cela, entre votre premier grand frère avec votre grande soeur l'aînée, il n'y a que 10 jours entre eux. Donc, quand la maman et la grand-maman a expliqué ça, bon, les autres enfants du vieux, ils ont pris ça comme ça, mais ils n'ont pas respecté l'engagement que le papa n'avait pas respecté aussi. Donc, ils sont restés comme ça. Le cousin de leur papa les a rappelés encore. Ah, de ce que je vous avais parlé là. Si vous n'avez pas les moyens, normalement, je peux le faire pour vous. Mais ça ne peut pas. Il faut que vous-même, votre sueur, vous arrivez à cotiser un peu. Moi, je vais compléter le reste pour vous. Il faut que vous-même, votre sueur soit là-dedans, dans l'argent. Mais je vous dis que les enfants n'ont pas pu faire ça. Le vieux là a parlé en vain. Ils n'ont pas pu faire les engagements. Ils n'ont pas pu respecter leur engagement. Puisque le papa n'a pas pu respecter son engagement qu'il avait pris. Les enfants aussi, par rapport à ce que le cousin de leur papa les a dit, ils n'ont pas respecté. Au fur et à mesure, chaque année, si 2 personnes ne quittent pas dans la famille, 2 personnes ne meurent pas, c'est 3 personnes qui meurent. 2 personnes ne meurent pas, c'est 3 personnes qui meurent. Je vous dis, le vieux avait quelque chose de à peu près 26 à 28 enfants. Mais les enfants qui restent actuellement ne dépassent même pas 8 enfants. Parmi les 20 qu'elles, on en parle. Même je vous dis que les enfants n'ont pas respecté. Au fur et à mesure, chaque année, donc je me rappelle très bien quand le deuxième fils du vieux disait que les derniers le faisaient pitié. Après son décès, 3 ans après, effectivement, les derniers a piqué une folie, une crise de folie. On disait au début, non, c'était des génies qui étaient derrière lui au fur et à mesure, mais je vous dis, après, il est devenu un vrai fou. Un fou que vous connaissez, qui marche, qui va ramasser les ordures dans la poubelle pour manger. Je vous dis qu'il est devenu comme ça. Même à sa nièce même qui lui disait, que le deuxième fils du vieux disait, il faut rester tranquille, il faut rester tranquille. Elle aussi, elle est décédée dans les circonstances douteuses. Parce que ça traverse quelque chose seulement, même si c'est une maladie de 2 jours, 3 jours. La personne meurt. Donc jusqu'à actuellement, dans cette famille, ça continue. Après ça, quand ils ont vu que ça continue, ah, ils ont un autre oncle qui n'était même pas habitué. Les enfants n'étaient pas habitués à lui par rapport au cousin du vieux, qui a fait un songe où le vieux vient les dire, va dire à mes enfants d'aller faire le sacrifice du bœuf.
s'ils ne font pas le sacrifice du bœuf, ça va toujours jouer dans la famille. Donc lui, il est venu contre eux, venir les dire le songe qu'il a eu. Ils disent que eux aimeraient bien faire le sacrifice, mais ils n'ont pas les moyens. Puisque cette famille, ils sont là, c'est les femmes qui sont des battantes, les hommes sont là, ils n'arrivent pas à travailler, c'est comme si il y a quelque chose qui les empêchait. Donc, eux tous comptaient sur l'argent de la cour. Pourtant, ils habitent tous dans la cour là-bas. Quelques magasins qu'ils étaient au bord, qu'ils étaient en location, c'est l'argent de ça qu'ils attendaient à la fin du mois pour se partager à chaque moment. Donc, c'était devenu leur quotidien. Donc, ce dernier, leur oncle a dit non, ça ne peut pas être comme ça, même si vous n'avez pas les moyens. Moi, à chaque moment, je vais venir prendre l'argent des magasins pour garder jusqu'à ce que ça atteigne le prix du bœuf. Et effectivement, l'oncle a fait comme ça. Jusqu'à ce que ça atteigne le prix du bœuf. Ils ont fait le sacrifice du bœuf, mais ils ne sont pas allés au village où leur papa avait pris l'engagement. Ils ont appelé, comme on le dit quotidiennement, ils ont appelé des Karamoro, des oustaches et des marabouts. Ils sont venus réciter le Coran au quartier. En tout cas, tous ceux qui ont appris, qui étaient de leur village, qui habitent à Abidjan, même les voisins à côté, ils sont tous venus assister au sacrifice. En tout cas, il y avait du monde. Parce que les gens même disaient, la mort a trop joué dans la cour, la mort a trop joué dans la cour. Donc, ils ont fait le sacrifice du bœuf. Mais ils ne sont pas allés au village pour le faire. Ils ont fait ça à la maison, au quartier. Quand ils ont fait ça, même pas 3 mois, 4 mois, il y a eu un autre mort chez eux. Je vous dis, puis quand la mort les prend, ça peut les prendre dans le même mois ou dans la même semaine. Quand la mort rentre chez eux, c'est comme ça. Ça peut prendre 2 personnes dans le même mois ou dans la même semaine. Jusqu'à ce que ils sont toujours là encore. Après le sacrifice qu'ils ont fait à Abidjan, la mort continue, ça continue. Comment moi j'ai appris la nouvelle? J'ai appris la nouvelle par le bien du fils du cousin de leur papa, le vieux. Lui aussi, il a été un ancien combattant. C'est l'un de ses derniers fils qui me dit ça. J'ai dit, mais comment ils arrivent? Pourquoi votre papa n'a pas insisté? Il me dit qu'effectivement, même actuellement, le papa insiste. Il insiste que tout dernièrement, le papa a dit, je vous en prie, Dieu a fait que je suis vieux. Je suis vraiment vieux, mais je vois clair, je me rappelle du coin. Même si vous avez eu un peu, envoyez. Je vais ajouter parce qu'ils doivent avoir votre sueur là-dedans. Dans l'argent, votre sueur doit être là-dedans. Je vais compléter. Allez-y faire le sacrifice du bœuf là. Pour que ça ne détruise pas la famille. Je vous dis que les enfants n'ont pas pu faire ce sacrifice. Ils ont fait ça, le sacrifice du bœuf à Abidjan. Donc même actuellement, la mort continue dans les familles. Tout récemment, même pas 4 mois de cela, ils ont 2 frères qui est parti. L'un des triplés est parti. Parmi les triplés, il y a un seulement qui reste actuellement. L'un des triplés est parti, ils ont un autre frère aussi. Lui-même, il était devant la cour comme ça, il est tombé. C'est la mort qui l'a suivi. Donc, ce que j'aimerais dire dans cette histoire, je voulais dire que prendre l'engagement, c'est-à-dire donner sa parole à quelque chose de rituel au village. Vraiment, ça détruit. Parce que si tu ne respectes pas cet engagement, ça va détruire toute ta famille. Ça va détruire près de 3 générations. Vraiment, c'est pas intéressant. Et puis, j'aimerais dire à tous ceux qui savent qu'ils sont dans ce problème-là, la solution, c'est d'aller respecter l'engagement. Si tu ne vas pas respecter l'engagement, tu négliges l'engagement que tu as pris.
ça va jouer sur ta famille. C'était ma petite histoire, ma petite contribution. Vraiment, j'ai aimé cette famille. Je continue d'aimer cette famille parce que cette famille, c'est ma famille. C'est ma famille. Je suis burkinabé d'origine, mais cette famille, c'est une famille ivoirienne vraiment très accueillante, très gentille. Mais vraiment, la mort attend de les détruire actuellement. La mort les détruit tous. Vraiment. Si en cas, quelqu'un d'entre eux reconnaissait ma voix par rapport à l'histoire que je suis là expliquer, que les gars se rappellent. Parce qu'eux-mêmes, on dirait comme s'ils ont été aveuglés. Même quand on essaie de les parler, ils ne comprennent pas. Que les gars se rappellent parmi eux. Je prie que Dieu leur donne la force de pouvoir avoir ce moyen pour aller au village, pour aller faire les sacrifices du bleu, pour ne pas que la mort continue de détruire leur famille. C'était ma petite contribution. Merci. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 10e histoire. Bonjour, bonjour DMG, bonjour la communauté, bonjour la population, bonjour tout le monde. Likez, partagez et abonnez-vous. Je reviens encore pour une petite histoire et tout ça. C'était dans une année là, j'étais en classe de terminale. Donc, comme j'aimais bien faire un petit boulot des vacances et tout ça, donc j'ai eu un petit boulot dans un restaurant, bar, hôtel. Donc moi j'étais au niveau de l'hôtel, j'étais réceptionniste. Donc on était deux, il y avait une qui travaillait en matinée et moi je travaillais en après-midi. Donc c'était un peu comme ça, c'était tranquille. Et puis voilà, un jour, un après-midi comme ça, je suis à la réception. Je vois une soeur et tout ça, machin. Elle vient au niveau de la réception prendre un renseignement. Et puis on se croise. Elle me demande, mais qu'est-ce que tu fais là et tout ça? Je dis, ben ouais, voilà, je suis venue pour... je dis, je bosse là pour les vacances et tout. Elle me dit, ah, mais c'est bien ça. Au moins, on va rester à la maison. Je dis, non, rester à la maison, c'est la nuit totale et tout ça. Elle me dit, ok. Mais je dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, non, voilà, c'est un type qui m'a logé là et tout ça, machin. Donc, je suis là pour un temps et tout. Je dis, ok. Elle me dit, bon, comme toi, tu es là, donc je ferai souvent les après-midi quand je suis un peu dispo. Je viens passer du temps avec toi. Je dis, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça me fera énormément du bien. Au moins, je ne pourrais pas m'ennuyer. Parce que dans l'après-midi, à une certaine heure, le restaurant était fermé pour réouvrir à 17h. Donc, en gros, je restais seule en après-midi avec le gardien. Donc, c'était ça. Donc, c'est comme ça on a commencé. Quand je rentre, quand j'arrive dans l'après-midi, je l'appelle pour dire que je suis là. Elle me dit, ok, je vais passer un peu plus tard et tout ça. On va raconter. Je dis, d'accord. Et puis, c'est comme ça. Pour aller au niveau du restaurant, en fait, la porte de la réception faisait face à l'entrée principale pour avoir accès au restaurant. Donc, on est là en train de raconter, papoter, comme c'est bien le faire les femmes. Un monsieur, bel homme, bien là, la quarantaine, il rentre avec une jeune fille. Elle me dit, oh, qu'est-ce que le monsieur a fait ici? Je dis, ben, il vient souvent manger dans le restaurant. Elle me dit, je dis, ouais. Elle me dit, oh, mais on dirait que cette demoiselle qui est avec elle, là, c'est sa fille. Je n'en ai aucune idée, mais ce que je sais, c'est qu'il vient souvent manger dans le restaurant. Elle me dit, ah, ok. Une fois, deux fois, troisième fois. D'abord, je tiens à dire que le monsieur qui l'avait logé à l'hôtel en question, c'était un ministre. Ils ont le même prénom à l'époque. Bon, je ne sais pas s'il est toujours ministre, mais en tout cas, il est parti au pouvoir. Donc, c'est comme ça. Une fois comme ça, elle est revenue encore me trouver, le monsieur repasse encore. Elle me dit, ah non, mais le monsieur là, non, il a trop l'argent. Si tu veux, je te branche. Yeah. Me brancher comment? Elle me dit, oh la grande soeur, laisse ça, je peux te brancher au monsieur. Lui, il ne se rappelle pas trop des visages des gens et tout ça. Je dis, bon, ok, comme tu dis, on va essayer. Donc, c'est comme ça, elle me donne le numéro de téléphone du monsieur. Elle m'explique que, bon, voilà, quand tu vas appeler, de toutes les façons, il ne va pas se rappeler de là où vous êtes vu exactement. Mais quand toi, tu vas appeler, tu dis, non, mais ça fait longtemps, et ça, machin, vous vous êtes croisés dans le bateau, partant sur Port-Gentil. Toi, tu partais passer un séjour à Port-Gentil. Lui, il partait dans les lacs à Port-Gentil et tout ça, pour les campagnes et tout ça. Donc, tu t'arrêtes là, si tu demandes le prénom, tu donnes n'importe quel prénom, même le prénom ne va pas se rappeler. Mais ce genre de choses, j'avais honte. Donc, je suis restée une fois, deux fois. Après, un jour, j'ai dit, bon, je tente quand même, qui ne risque rien à rien. C'est comme ça que je compose un numéro, j'appelle le monsieur me répond.
Il me dit, ouais, ça va, mais vous êtes qui? Je me suis présentée. Il me dit, ah oui, oui, ça va, ça va, ça va. Mais tu es où? Je dis, mais là, je suis à Libreville et tout ça, machin. Il me dit, ouais, mais moi, je suis allée embariner dans les lacs. Je suis venue là, on a un cortège et tout ça, machin, mais je rentre dimanche. Donc, on pourra se voir dimanche. Je dis, ben, il n'y a pas de souci. Donc, c'était comme ça. Et puis, le lendemain, il m'appelle pour se rassurer vraiment qu'on va se voir dimanche. Et puis, le jour qu'il part de l'embariner, il m'appelle pour me dire, bon, là, on est déjà en route sur Libreville et tout ça, machin. Donc, en soirée, après toi, je viens te chercher. Il n'y a pas de problème. À 18h, il m'appelle. 19h par là, parce que c'est comme lui. 19h, 20h par là, il m'appelle. Le dimanche en question. Il me dit, je suis garé au niveau de la station qui n'est pas loin de chez toi. Je dis, bon, ok, j'arrive. Donc, je suis passé un peu derrière la station. Je suis arrivé. Je dis, ben, je vois les voitures, mais je ne sais pas, tu es garé où, à quelle voiture? Il me dit, non, je suis à la station, la voiture a telle couleur et tout ça. Je dis, ah oui, ok, j'ai vu. Je suis arrivé, il a baissé la vitre, je vous assure. Rien que la climatisation qui est sortie de ce véhicule m'a donné la chair de poule. Mais comme nous, les femmes, nous sommes têtues, je me suis engagée. Il me dit, non, on ne peut pas rester comme ça en train de causer, tout ça, machin, je suis fatiguée, monte. On va causer dans la voiture. Je suis monté, il a démarré la voiture. On est parti vers Gabon Pain, à lui. Il y avait un restaurant là, africain. On est allé là-bas. En fait, je crois que c'est pour une amie aînée. On est arrivé là-bas, à côté du VIP. On est arrivé là-bas, on a mangé. Et puis, à chaque fois, il passait des coups de fil. Après, j'entends, bon, ok, il n'y a pas de souci. Lundi, à la première, je t'enverrai l'argent. Il raccroche. Il me dit, bon, voilà, c'est ma femme, elle a besoin d'argent. Il faut que je lui envoie l'argent demain matin, à la première heure. Donc, aide-moi à compter 500 000. Je vous assure, il avait un gilet avec beaucoup de poches, un pantalon bagué. Quand il fouille seulement la poche que l'argent, il fouille la poche du gilet, l'argent, la poche du baguette, l'argent. On a compté 500 000. Je lui ai remis. Il a mis ça dans une enveloppe. Il dit ça. J'enverrai quelqu'un déposer ça, envoyer ça demain matin à la première à ma femme. On a fini de manger. Il a payé. Il me dit, bon, on y va. Bon, moi, je me suis dit, bon, comme il dit, on y va. On a déjà papoté, raconté par le tout et de rien. Il vient me déposer à la maison. Non, je suis en train de passer. J'en ai bourré, affaires étrangères, glace à droite. Ouais, j'entends d'aller à l'échangeur, à droite, ça trame. Moi, les gens entendent d'aller à la scène au Vendo. Et on arrive vers Aoungou. On rentre la ruelle d'Aoungou. Quand on n'a pas roulé loin de là, une grande barrière du côté gauche. Une très grande barrière. Tu n'aperçois pas la toiture de la maison. C'est comme ça qu'il klaxonne. Le gardien vient, il ouvre. Quand le gardien ouvre le portail, on rentre. Quand on rentre, il y a une espèce de parking à l'intérieur. Donc, le parking forme un cercle à l'intérieur. Et dès que tu descends du parking, il y a d'autres barrières. Donc, dans chaque maison, il y a encore d'autres barrières à l'intérieur. C'est comme ça qu'on descend de la voiture. Il ouvre un portail, on rentre. Il ouvre la porte, on rentre dans une maison. Un studio bien là. C'est comme ça qu'il me dit, oh non, c'est ici où je viens soit me reposer. Quand je veux un peu m'évader de la ville, c'est ici où je viens passer mon petit temps. Après, je repars sur Libreville. Mais quand je rentre, il y avait comme des animaux qu'on avait momifiés, ou bien qu'on avait mis le formol. Les animaux féroces étaient au salon. On dirait qu'on a mis le formol. On dit que ce sont des animaux vivants, mais qui ont été formalisés. Je dis, merde, là, je me suis mise dans quoi comme ça, Seigneur? Il me dit, non, mettez-vous à l'aise. On monte à l'étage, on arrive dans les chambres, on rentre. Il me dit, non, mettez-vous à l'aise et tout ça, j'arrive. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Quand il descend, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je dis, merde, ça devient sérieux, là. J'ouvre le rideau, il y a les baies vitrées, il y a les antivols. Donc, à ce niveau, déjà, il n'y a pas possibilité de quoi que ce soit. Donc, je suis là en train de méditer. Je suis en train de méditer. Peut-être 1 heure de temps après, le monsieur remonte.
Et quand il remonte, il avait des bijoux sur lui. Je vous assure qu'un seul bracelet, c'est-à-dire qu'une seule chaînette gourmette qu'il avait au bras pouvait te faire peut-être 5 ou 6 petites gourmettes. Il avait ça. Il avait la chaînette, la gourmette. Je ne parle pas des bagues, c'est un autre monde. Donc quand il arrive, il me dit, bon voilà, je t'ai demandé de te mettre à l'aise et tout ça, machin. On va faire. Je dis, ben, on va faire quoi? Il me dit, non, je ne veux pas te pénétrer en tant que tel. Je dis, on va faire quoi d'abord? Je dis, si tu as le préservatif, il n'y a pas de souci. Il me dit, oh non, je n'en ai pas, toi tu n'en as pas. Je dis, non, mais parce que je n'ai même pas pensé à ça. Donc, je n'ai même pas pensé à prendre un préservatif et tout ça. Il me dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Si je ne te touche pas par l'avant, je peux alors au moins te toucher par l'arrière, mais je ne joue pas sur toi. J'ai dit, hein? J'ai dit, attends, tu t'entends parler dans ce que tu dis? Il me dit, non, pourquoi tu dis ça? Je dis, non, 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 non. Tu es un homme marié. Moi, tu ne connais pas mon statut. Moi non plus, je ne connais pas ton statut. Tu ne peux pas me raconter une telle histoire. Le monsieur s'est fâché. Tu me fais perdre mon temps. Pourquoi tu me fais perdre mon temps? Descends, descends, demande t'accompagner. Tu rentres chez toi. Tu me fais perdre mon temps depuis là. Hein? Lui, il me dit que tu ne veux pas. Tu ne me dis rien. Et tu vois comment je t'amène jusqu'à chez moi. C'est pour me perdre le temps. Je vous assure que je n'ai plus dit A ou B. Dès qu'il m'a dit, descends. La manière que je prends les marches d'escalier là pour me retrouver au salon, c'est Dieu seul qui connaît. J'étais debout devant la porte, il est venu là ouvrir la porte. Quand j'avance vers la voiture pour ouvrir la porte, la voiture me dit non, 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 non. On ne prend plus cette voiture-là, on prend l'autre. Il avait peut-être 3 voitures comme ça, 3 voitures de la même marque, mais des couleurs différentes. Il avait une verte, une rouge, avec une bleue nuit. Donc c'est comme ça qu'on prend une autre voiture. Tu rentres dans la voiture comme ça, l'argent de partout. La voiture même dans laquelle on était venu, l'argent. L'autre voiture qu'on a encore pris, l'argent. Je dis, Seigneur, épargne-moi seulement. On est remonté dans la voiture. Il a klaxonné, le gardien est venu, il a ouvert le portail. On est sorti. On est quitté Daoungou. À l'époque, à l'échangeur de la droite, il y avait une station. Là où on a construit, là où il y a maintenant le Secado. À l'époque, dans les années 2000, 2003, 2004, 2005, il y avait une station là. C'est comme ça qu'on arrive à la station de la droite, il gare. Il me dit, pour arriver chez toi. Et dans tout ça, j'ai dans mon portefeuille, j'avais peut-être 500 seulement dans mon porte-monnaie. Je faisais des prières dans la voiture, je faisais des prières. Donc, dès qu'on arrive au niveau de la station de la droite, il gare. Il demande, pour arriver chez toi, c'est combien? Je lui dis, avec 1500, 2000, parce qu'il faisait peut-être 23h minuit. Je lui dis, avec 1500, 2000, je ne peux pas arriver chez moi. Il n'a même pas discuté, il a seulement été taxé. 2000. Il a donné le nom du quartier. Le taxi, ça fait pipum. Il a pris 10 000. Je vous assure, 10 000. J'ai seulement dit merci Seigneur. Dès qu'il m'a remis les 10 000, je suis descendue. J'ai dit bonne soirée. Il me dit, tu m'appelles quand tu arrives. Je dis, il n'y a pas de souci. J'ai seulement dit au taxi que mon frère, j'ai 10 000, s'il vous plaît, pardon, je n'ai pas la monnaie. Le taxi m'a dit, il n'y a pas de problème, madame, montez. Je suis montée dès que je suis arrivée. Je suis appelé que je suis arrivée. Il dit, ok, d'accord, bonne nuit. Je vous assure que depuis ce jour, je n'ai plus jamais appelé ce monsieur pour demander quoi que ce soit. Parce que ce jour-là, si Dieu m'a épargné, il sait pourquoi il m'avait épargné ce jour. Ce que le monsieur était parti faire au salon pendant 1 heure de temps, il n'y a que Dieu qui connaît. Avec la colère, là, quand il revient, il demande encore. Je dis, je ne donne pas. Il parle tout le français. Je dis, je ne donne. Donc, toute la colère, là. Je seulement remercié mon Dieu. Je n'ai plus jamais, je dis bien plus jamais. C'est-à-dire que quand quelqu'un a parlé de ce monsieur devant moi, je riais seulement. Ah, mais qu'est-ce que tu as mis? Je dis non, rien. Quand j'entends seulement le nom de monsieur là quelque part seulement, je ris seulement. Parce que quand je pense à ça, non, je dis merci Seigneur, tu m'as épargné de beaucoup. Donc, nous les femmes là, nous les filles là, faisons attention. Le dehors est risqué à un degré que même à présent, même, ça devient 1001 fois plus grave. Donc, merci, c'est ma petite histoire. Merci beaucoup, DMG. Merci la population. Likez, partagez et abonnez-vous. Merci, merci. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez des commentaires, partagez, likez, commentez. Dites-nous d'où vous avez regardé la vidéo. Et comme ça, on va voir la portée de la communauté. Merci, on se reprend demain à 12h pour une nouvelle vidéo. Voilà, restez connectés.